Alors, 10 minutes sur l'essentiel des hématuries autour de l'adulte, enfin autour de l'hématurie de l'adulte, ça peut paraître un petit peu court, mais en fait, comme j'ai fait une grosse partie situation clinique, je pense que c'est un objectif qui est raisonnable. Euh, alors, premier élément important, c'est de regarder ce qui est paru dans la réforme de l'ECN là, pour cette question spécifique. Il y a vraiment une grosse différence avec le texte qu'on a à disposition actuellement, notamment sur la notion de l'hématurie cailletante. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un cas clinique spécifique sur ce sujet-là qui évoque déjà euh, un peu les choses. Autre élément important, on parle de l'hématurie de l'adulte et de l'enfant. Et là, le chapitre que j'ai fait est essentiellement sur l'hématurie d'origine neurologique et l'hématurie de l'adulte. Donc ça, c'est vraiment un élément vraiment important. Alors, il y aura 3 points, des points essentiels sur le diagnostic, des arbres décisionnels et puis un focus sur les bilans urologiques. Alors, les points essentiels sur le diagnostic, c'est les chiffres du livre du collège, qui sont les chiffres qu'on utilise en pratique. Hein. C'est plus de 10 globules rouges par millimètre cube ou 10 puissance 3 par millilitre. C'est un examen qui est fait sur le CBU aujourd'hui. Hein, il n'y a plus de tests cytologiques spécifiques sur le sujet. On distingue l'hématurie macroscopique, comme vous la voyez sur cette diapositive, et l'hématurie microscopique non visible à l'œil nu. La bandelette urinaire, comme je vous l'ai indiqué dans une des situations cliniques, dépiste un petit peu mieux enfin, un petit peu moins que la limite qu'on s'est mis, mais voilà, ça reste la valeur de référence. Point important, entre l'hématurie microscopique et les macroscopiques, c'est la même valeur sémiologique, et n'attribuez jamais une hématurie, qu'elle soit microscopique ou macroscopique, à un traitement anticoagulant. Vous diagnostiquez une hématurie en dehors d'un contexte infectieux, il faut penser à un bilan et donc utiliser l'arbre décisionnel qu'on va voir ensemble maintenant. Alors, cet arbre décisionnel, on commence d'abord et avant tout par une première étape qui est de faire le CBU pour affirmer l'hématurie microscopique et qui va permettre de distinguer les fausses hématuries de l'infection urinaire. Alors, dans l'arbre décisionnel du collège, vous verrez qu'il est un tout petit peu différent de celui que je vous indique là. Moi, je vous ai regroupé macroscopique et microscopique. Je n'ai pas bien vu quelle différence il faisait entre les deux. Même si l'hématurie macroscopique juste déclarative, de mon point de vue, même s'il n'y a pas d'anomalie à l'ECBU, et c'est une des situations cliniques que je vous ai indiquées, on fera quand même le bilan, mais on verra ça ensuite. Alors, sur cette notion de fausse hématurie, vous avez listé en fait les fausses hématuries macroscopiques sur la gauche, et puis les fausses hématuries qui vont faire virer une bandelette urinaire principalement. Voilà, c'est des éléments qui sont relativement simples. On vérifie que ce n'est pas une fausse hématurie parce qu'on a une hémorragie de voisinage. On vérifie si ce n'est pas des fausses hématuries macroscopiques avec des urines foncées. Par exemple, c'est le cas classique dans les ictères. On peut avoir les urines foncées, mais ce n'est pas évidemment une hématurie macroscopique. Il y a certains aliments qui, semble-t-il, peuvent colorer les urines. Pour être tout à fait franc, je n'ai jamais observé ce genre d'anomalie réelle. Par contre, dans les colorations médicamenteuses, oui, ça existe. Ça fait a priori pas tourner la bandelette, en tout cas pour la plupart des médicaments, et notamment la rifampicine qui peut donner vraiment une couleur orangée des urines. Ce n'est pas du tout une urine qui ressemble à l'hématurie macroscopique, mais du coup, ça peut être interprété comme du sang dans les urines par les patients. Pour la bandelette, je pense qu'il y a des éléments qui ne sont pas inintéressants à savoir. Il faut savoir que la betterave rouge, par exemple, peut perturber la bandelette. Voilà, je n'ai jamais observé le cas, mais c'est indiqué dans le livre du collège. Et puis, l'utilisation de la javel. Et c'est vrai que sur le type de verre doseur qu'on peut utiliser, si on a utilisé de la javel juste avant, ça peut poser un petit problème. Et puis, il y a cette notion que la bandelette est capable de diagnostiquer l'hémoglobine. Et du coup, elle ne va pas faire la distinction entre l'hémoglobine, la myoglobinurie, et donc, voilà, ça peut être une cause de faux positifs, de même qu'une contamination par des urines venant de menstruation, métrorragie ou autre. Alors, si on se concentre sur une première partie de l'arbre décisionnel, si on a des anomalies type hypertension artérielle, œdème, insuffisance rénale, protéinurie, on va vraiment partir dans une démarche et une réflexion néphrologique avec derrière probablement l'indication d'une ponction biopsie rénale, et on va ensuite avoir
toute la liste des causes néphrologiques. Je ne vais pas insister dessus puisque c'est une partie qui va être traitée par mes collègues néphrologues. En ce qui concerne les hématuries d'origine urologique, on va avoir vraiment des éléments forts qui vont indiquer cette origine urologique. C'est la constatation d'une hématurie isolée, macroscopique, la déclaration par le patient, de mon point de vue, justifie à elle seule, même si vous ne confirmez pas sur un ECBU, d'envoyer le patient chez l'urologue pour qu'il discute l'intérêt éventuel de faire les explorations qu'on verra ensuite. Présence de caillots, c'est vraiment caricatural. Je vous ai expliqué dans un des cas cliniques que l'hématurie d'origine néphrologique ne donne normalement pas de caillots. Quand on a des caillots, on pense vraiment à une problématique urologique. Et puis les signes fonctionnels du passe-appareil urinaire, tout ce qui est notamment les signes du réservoir, une pollacurie, une brûlure mictionnelle, une gêne en dehors d'un contexte infectieux, on va partir sur un diagnostic urologique. Alors, je n'ai pas cité, et c'est une erreur, cette notion de l'infection urinaire. Il est évident que si vous avez une hématurie macroscopique avec un tableau infectieux évident, vous arrêterez probablement là, notamment quand vous avez des patients qui font des infections urinaires une fois et que l'hématurie a été contemporaine de cet épisode d'infection urinaire. C'est parfois plus difficile chez des patients ou des patientes plus âgées, chez un homme notamment, chez qui normalement l'infection urinaire est assez rare. Je pense qu'il faut peut-être, même si vous avez une infection urinaire aiguë, poser la question d'une consultation en urologie. À ce moment-là, on verra si on fait ce bilan systématique. Dans le bilan, on va faire l'échographie, l'uroscanner, la cystoscopie, la cytologie urinaire, pardon. Et donc, ce bilan urologique, on a en gros 3 armes. L'échographie, c'est un examen qui est simple, non invasif. Beaucoup d'urologues sont équipés d'ailleurs d'échographes et donc parfois vont faire eux-mêmes l'échographie. On peut diagnostiquer, là c'est une anomalie, c'est une uronéphrose, peu probablement la cause d'une hématurie, mais par contre là, vous voyez, on avait une petite lésion vésicale difficile à voir, mais en tout cas qui nous permettait de suspecter une problématique de polype vésicale. Donc c'est facile, c'est accessible, c'est peu coûteux. Par contre, c'est très opérateur dépendant. Si vous avez des patients qui sont particulièrement en surpoids ou très agités, c'est parfois difficile de faire l'échographie. On n'a aucune exploration de l'urtère, sauf vraiment cas particulier. Et une échographie vésicale normale n'exclut absolument pas, tout comme d'ailleurs un scanner normal, une lésion de la vessie. C'est la raison pour laquelle le plus souvent, on va faire l'uroscanner injecté. Je vous l'ai expliqué, si on a la possibilité d'avoir un scanner très rapidement et qu'on n'a pas d'échographie, on ne fera pas en plus l'échographie, on va vraiment se contenter de l'uroscanner qui est vraiment le meilleur examen, qui est hyper robuste, qui a une excellente sensibilité spécificité, notamment pour le haut appareil urinaire, notamment pour le rein. On ne peut pas passer à côté d'une lithiase sur l'ensemble du trajet de l'urtère. C'est vraiment tout à fait exceptionnel qu'on ait des lithiases qui ne soient pas visibles au scanner. On peut passer à côté de polypes à l'intérieur de l'urtère, des tumeurs de la voie excrétrice supérieure qui sont assez rares, mais voilà, il y a vraiment très peu de pathologies à côté desquelles on peut passer avec le scanner. Alors, le problème, c'est que c'est un examen qui est irradiant, c'est un examen dans lequel on va injecter, donc il peut y avoir une problématique en cas d'insuffisance rénale. L'accessibilité est évidemment un peu plus difficile que l'échographie, et clairement, un scanner normal n'exclut pas l'exploration de la vessie, puisque cela ne permet pas d'exclure qu'il y ait un polype dans la vessie, donc ça ne suffit pas comme exploration. Et il faut bien l'expliquer aux patients, puisque évidemment, ils ne sont pas très enthousiastes à l'idée que l'urologue rentre un fibroscope dans leur vessie. La cystoscopie, c'est vraiment un examen dont le coût-bénéfice va être évalué par l'urologue. Vous en avez un exemple ici. Ce n'est pas très coûteux, c'est ambulatoire, ça se fait en général sous anesthésie locale. Là, en l'occurrence, c'était une forme un peu particulière de tumeur de la vessie qui est ce qu'on appelle du CIS. C'est dans ce cas-là qu'on a une cytologie urinaire qui est intéressante, puisque la cytologie urinaire, en complément de la cystoscopie, idéalement sur des urines soit du matin, soit faite avant qu'on fasse la fibroscopie, va permettre d'avoir une sensibilité de 90%. Donc, c'est le couple cystoscopie-cytologie est en général associé. En tout cas, vous devez le retenir dans le livre du collège, c'est absolument évident. L'inconvénient, c'est qu'il y a un petit risque d'infection urinaire, puis ce n'est pas agréable de faire rentrer cet instrument dans le canal de l'urètre, notamment chez les messieurs, même si maintenant on a du matériel souple qui est assez efficace. Mais voilà, donc clairement, c'est un examen qui reste en 2020
indispensable dans le bilan d'une hématurie macroscopique. Donc voilà l'arbre décisionnel complet tel qu'on peut le résumer, hein. Donc une fois qu'on a fait cet ensemble de bilan, alors dans le livre du collège, on parle de l'intérêt de l'urétéroscopie dans le cadre du bilan. Là, je pense qu'on est un petit peu au-delà du champ de l'ECN. C'est pour ça que je ne l'ai pas reprécisé, puisqu'on est vraiment sur une indication hyper spécialisée. On parle également, si on constate en cystoscopie un éjaculat sanguin qui sort en fait par les deux uretères. D'ailleurs, la flèche, me semble-t-il, n'est pas forcément bien positionnée, mais en tout cas, on peut se reposer la question d'une consultation en néphrologie. Bon, pourquoi pas. Ce qu'il faut retenir surtout sur cet ensemble de l'arbre décisionnel, c'est que si le bilan de l'hématurie n'a pas été concluant, il ne faut pas hésiter à le répéter 3 mois, 6 mois, 1 an après, s'il y a une récidive, et rechercher de nouveau une cause d'hématurie macroscopique. Je vous remercie de votre attention.